Dans les années 50 et 60, l'Amérique se passionne pour les crashs d'ovnis et les histoires d'aliens. À tel point qu'on se pose des questions sur notre propre identité. L'humanité serait-elle créée par une race extraterrestre? Ou au moins qu'une ancienne civilisation alien ait aidé à la construction des premières civilisations humaines? Le souci de ce scénario, c'est qu'aucun indice d'une telle civilisation n'ait été découvert sur Terre, ce qui compromet un peu son existence. Du coup, les ufologues du monde entier parcourent le monde à la recherche d'indices, même indirects, qu'un savoir ait été transmis du fin fond des âges jusqu'à nos jours. Et justement, en 1966, Charles Hapgood publie un livre dans lequel il déterre une vieille histoire remontant en 1929. Cette année-là, dans un palais à Istanbul, on découvre par hasard une vieille carte qui traînait. Et cette carte date de 1513, créée par l'amiral Piri Reis, et comporte de nombreux indices et mystères. Et c'est de ça que nous allons parler dans cette vidéo. Les conspirationnistes adorent se construire des figures de proue. En physique, on a Tesla. En exploration, on a l'amiral Byrd. Et en cartographie, c'est lui, le grand, le magnifique. Piri Reis, c'est un peu l'open bar. Tout le monde est allé pomper dessus ce qu'il voulait et ce qui l'intéressait. Pour comprendre, voici une petite compilation de ces vidéos qu'on peut trouver. D'abord, elle représente l'Amérique du Sud et l'Afrique sur des longitudes relatives correctes. Cette exactitude est pourtant impossible au XVIe siècle. رسم عليها أيضا أنواع الحيوانات والنباتات الموجودة في كل منطقة وحدد المسافة بين السواحل Les Andes sont représentées alors qu'elles ne sont pas censées être connues. Comment expliquer que les cartes antiques, comme celles de Piri Reis, de Haji Ahmed, de Mercator, d'Orance Fine ou la map Monde Dauphin, qui nous montre étrangement l'Antarctique sans glace, accolée à l'Amérique du Sud, et dont les lignes côtières présentes sous la glace coïncident. Ces cartes, datant des années 1500, sont régulièrement considérées comme des artefacts inexplicables, car elles représentent des régions découvertes bien après ou des îles aujourd'hui immergées. Sans compter que l'Amérique du Sud n'est plus reliée à l'Antarctique depuis près de 15 000 ans. Et l'Amérique du Sud est reliée à l'Antarctique par un isthme qui a disparu il y a 10 000 ans. En 1966, cependant, le professeur Hapgood proposa une solution un petit peu nouvelle et qui était même perçue comme provocatrice. Il avait écrit un livre qui s'appelait Maps of the Ancient Sea Kings, donc qui veut dire les cartes des anciens rois de la mer, où il soutient que certaines des cartes utilisées à la base par Piri Reis dataient du IVe siècle avant notre ère, elles-mêmes fondées sur des sources encore plus anciennes. فإن خريطة بيري ريس حيرت العلماء لأنها ليست الخريطة الأقدم فحسب بل الخريطة الأعجب فلم يكتفي بيري ريس
Le monde veut devenir un 4, parce qu'un chat, quand il est 4, retombe sur ses pattes. Et comment se fait-il que cette carte soit aussi précise que nos cartes obtenues aujourd'hui par satellite? Wow, mais c'est un concentré de révélations extraordinaires cette carte. Tiens, on a précision, île inconnue, des animaux et des montagnes qui sont représentés, hein, mais pourtant qui sont encore inconnus à cette époque-là. L'Antarctique, cartographié alors que... cartographié hein, sans la glace, alors qu'on ne connaît même pas encore l'Antarctique. C'est carrément balèze, quoi. Carrément. Alors, avant d'attaquer vraiment la carte des Pyrénées, moi il me semble quand même, vaguement, hein, que c'est Christophe Colomb hein, qui avait redécouvert l'Amérique, hein, on passe sur l'histoire des Vikings, et que c'est les Portugais qui étaient tombés sur le Brésil. Hein, comme ça. Vaguement, et puis c'était un peu avant. Alors, moi je me dis, on va revenir sur le siècle précédent, histoire de comprendre 2-3 éléments, ça va peut-être nous aider à comprendre ces choses extraordinaires. Plus généralement, ce qui me gêne dans toutes ces vidéos, c'est qu'aucune n'aborde le contexte de l'époque, car une carte ne sort pas d'un coup comme ça par magie. Elle est le fruit de son temps. Revenons donc à cette époque, et même un petit peu avant, au XVe siècle. En ces temps-là, l'Europe connaît un essor économique. Venise et Gênes rivalisaient dans le commerce, et plusieurs voyageurs depuis Marco Polo, donc à la fin du XIIIe siècle, ont emprunté la célèbre route de la soie, et permis un fructueux commerce. Cet essor se poursuit en Méditerranée où l'opposition chrétienté-islam n'empêche en rien les échanges. De grands circuits commerciaux à l'intérieur de l'Europe relient Italie, Flandre, Angleterre via notamment les foires de Champagne. Draps, étoffes, fourrures, métaux, vins, sel, en plus de soie et des épices. Tous ces échanges s'accompagnent aussi de transferts de technologie. Amélioration des navires, boussoles, puis astrolabes. Et aussi une soif de découverte. Le monde connaît déjà une sorte de mondialisation économique. Et bien entendu, la cartographie suit le mouvement. Au XIIIe-XIVe siècle, apparaissent les portulans, un type de carte créé on pense en Italie. Le portulan n'est pas une carte marine au sens moderne. Elle indique les positions des ports sur les côtes, l'intérieur des terres est juste suggéré histoire de remplir les vides. Une caractéristique des portulans est l'usage de roses des vents déformés, appelés réticules des vents. Ces réticules permettent de fixer des caps, peut-être d'aider à la création de la carte, et enfin ont une portée esthétique. Ces cartes deviennent de plus en plus précises au cours du XVe siècle grâce à l'apport de l'école de Majorque du temps de la période musulmane, une des meilleures de cette époque avec Gênes. C'est à cette école de Majorque que va emprunter le Portugal avant de développer son propre service de cartographie. Car le monde est en train de changer. Au XVe siècle, l'Empire ottoman, en plein essor, est incontournable en Orient. À force de conquête, il verrouille la route de la soie. C'est le crépuscule des puissances maritimes méditerranéennes telles que Venise et Gênes. Le centre de gravité de l'Europe se déplace. Anvers, en Flandre, remplace peu à peu Venise. Et les ateliers de cartographes suivent et sont présents dans tous les centres commerciaux et financiers en Europe, là où sont leurs clients. Ils bénéficient de plus de la révolution de l'imprimerie. Les cartes sont d'abord gravées sur des cylindres en bois, puis en cuivre, ce qui permet de créer des cartes en série. Car petite remarque, ce n'est pas parce que nous avons peu de cartes de ces époques aujourd'hui qu'il y en avait peu. Elles étaient en fait très utilisées, mais ont presque toutes été détruites. Le premier usage des portulans est la navigation, mais on trouve aussi des cartes empruntant les codes des portulans, mais richement décorées à destination des princes et des bourgeois, voire des collectionneurs. Ce sont des signes extérieurs de richesse, voire de puissance. Du coup, certains ne figurent donc plus les ports, c'est plus nécessaire. Et par contre, l'intérieur des terres est beaucoup plus décoré. C'est que les ateliers sont en compétition. La qualité esthétique est aussi importante que la précision pour vendre ces articles de luxe. Conséquence également de la fermeture de la route de la soie, on cherche d'autres routes. Et les Portugais, coincés entre la Castille et l'Atlantique, se lancent dans des expéditions de contournement de l'Afrique sous l'impulsion du prince Henri, dit le Navigateur. En 1456, découverte des îles du Cap-Vert. 1471, découverte de l'Équateur et gros problèmes techniques à résoudre.
Après l'équateur, on est en plein inconnu, l'étoile polaire disparaît. Ah bon, elle disparaît? Oui, as-tu entendu parler de l'étoile polaire? Bien sûr, père. Et comprends-tu pourquoi l'étoile polaire disparaît quand on approche de l'équateur? Oui, je comprends. Puisque la Terre est ronde, lorsqu'on descend au sud, l'étoile du Nord n'est plus visible. Ils trouvent une parade. Des savants conçoivent des tables renseignant la position du Soleil par rapport au pôle pour chaque jour de l'année, ce qu'on appelle une déclinaison. Du coup, il est à nouveau possible de se repérer et en 1488, Bartolomé Diaz dépasse le cap de Bonne-Espérance. Ce n'est que plus tard que les Européens utiliseront la Croix du Sud. En 1500, un autre explorateur, Pedro Álvarez Cabral, doit contourner l'Afrique et continuer l'exploration des Indes. Mais il ne veut pas perdre de temps dans le poteau noir, cette zone autour de l'équateur où les vents sont faibles, conséquence indirecte de la rotation de la Terre. Il s'éloigne de la côte africaine pour profiter des alizés, autre vent conséquence de la rotation de la Terre, et là, tombe sur le Brésil. Avec ces découvertes, les cartes prennent un autre statut. Ce sont des outils stratégiques, donc des secrets d'État. Si l'on veut revendiquer des territoires et en conquérir de nouveaux, il ne faut pas que les rivaux les connaissent. Lorsqu'un explorateur part, il reçoit un document scellé qui ne décachette qu'à distance du Portugal. Elle contient des documents confidentiels, dont des cartes qui ne doivent pas fuiter. Car posséder une de ces cartes, c'est connaître la position de terre récemment découverte. Beaucoup de ces cartes sont donc sévèrement gardées et furent perdues lors du grand incendie de Lisbonne de 1755 faisant suite à un tremblement de terre. Toutes? Non. Une carte a résisté encore et encore à la destruction. Et pour cause, elle a été volée en 1502 par Alberto Cantino, puis apportée clandestinement en Italie, à Florence. La plupart des cartes dont nous disposons aujourd'hui de ces époques sont richement illustrées car c'était des commandes de gens fortunés. Mais celle-ci est un document technique qui ne doit pas sortir et qui a servi à concevoir d'autres cartes. Conséquence, là, pas d'Antarctique, pas d'animaux chelous, pas d'îles fantômes. Il ne figure que ce qui a été découvert par le Portugal, ainsi que la ligne de démarcation du traité de Tordesillas de 1494 entre le Portugal et l'Espagne. La carte est plus sobre, mais plus réaliste. Mais là, forcément, ça attire moins le sensationnel. Et figuré dessus le début du littoral du Brésil, découvert 2 ans plus tôt en 1500 par Cabral. La carte de la côte brésilienne est moins précise que celle de Piri Reis, mais il s'est écoulé 11 ans entre ces deux cartes. 11 ans pendant lesquels plusieurs expéditions portugaises explorent ces côtes et commercent avec les indigènes. Ils affinent les traits de côte, mais ces cartes-là ont disparu. Une de ces expéditions en particulier est menée en 1503 par Gonçalo Coelho et Americo Vespucci, chargés justement de cartographier la pointe du Brésil. Et en ces époques d'exploration, l'Europe fourmille de capitaines, navires et financiers prêts à se lancer. L'histoire ne retient que les premiers, Magellan, Vasco de Gama, Colomb, Vespucci et compagnie. Mais il ne faut pas oublier que juste derrière eux, des armadas de navires leur emboîtent le pas. Et cela va très vite. Très très vite. Mais revenons à nos cartes portugaises. Il y avait un autre moyen que le vol pour se les procurer. C'était d'attaquer un navire portugais. C'est notamment ce que font les pirates et les corsaires. Et il se trouve qu'à la fin du XVe siècle, sévissaient en Méditerranée des corsaires qui pillaient sous protection ottomane et que l'un des plus connus, Kemal Reis, amiral de la flotte ottomane, était l'oncle de Piri Reis. Mieux que ça, Piri Reis a participé à de nombreuses expéditions contre des navires espagnols, italiens ou portugais. Il avait donc la matière première à portée de main. En 1501, Kemal Reis fait une série de razzias le long des côtes espagnoles. Il capture 7 navires au large de Valencia et fait de nombreux prisonniers. L'un d'eux a un parcours atypique. Il a fait 3 fois le voyage avec un certain Columbus vers de nouvelles terres découvertes au-delà de l'Atlantique. Et pour prouver qu'il ne ment pas, le marin a sur lui un exemplaire de la charte de Columbus. Kemal Reis en fera son esclave et Piri Reis une source précieuse d'informations. Et c'est bien visible sur la carte des Antilles. Colomb pensait découvrir l'Asie. Et il se trouve que son premier voyage n'a pas été le grand succès qu'on pourrait croire aujourd'hui. Il n'a pas contacté le Grand Khan, n'a pas trouvé des célèbres Moluques où on trouve poivre, noix de muscade et clous de girofle. Alors il faut étoffer les découvertes. Il démultiplie le nombre d'îles au-delà du raisonnable, et on trouve plusieurs îles où poussent des épices. Car à cette époque, on pensait que toute île luxuriante tropicale devait être gorgée d'épices.
Sur une de ces îles imaginaires, on trouve aussi une île aux serpents, reproduite sur la carte de Piri Reis. Cela fait référence à une croyance remontant à l'Antiquité, citée par Pline l'Ancien. La présence de serpents en nombre révèle la présence de filons d'or. Par ailleurs, Colomb ne représente pas Cuba comme une île. Il est sûr que c'est le début du continent asiatique, ce qu'on retrouve sur la carte de Piri Reis. Il veut glorifier sa découverte pour avoir plus de moyens et effacer l'échec principal de ses missions. Ainsi, Piri Reis reproduit les erreurs de la charte de Columbus, récupérée par son oncle. Cuba est représenté comme un continent, Hispaniola ne ressemble absolument pas à l'île d'Haïti actuelle, mais bien plutôt à Cipango, c'est-à-dire le Japon tel que figuré sur la carte de Toscanelli, elle-même basée en partie sur des sources ptoléméennes. Ptoléméennes? Qu'est-ce donc ceci? Eh bien, les portulans ne sont pas les seuls types de cartes à cette époque. En ce début de Renaissance qui porte son regard vers l'Antiquité dans tous les domaines, dans la cartographie, un texte est redécouvert, Géographie de Ptolémée. Et ce texte fait l'effet d'une bombe en Europe. Ainsi, au XVe siècle, fleurissent des cartes de type ptoléméenne. Adaptées de cartes disparues sorties tout droit de l'Antiquité, elles sont adoptées d'emblée sans analyse critique. Comme la plupart des écrits grecs, ces connaissances sont réintroduites en Europe par des traductions de l'arabe. Autant dire que les Ottomans étaient bien placés pour les connaître. Et le sultan possédait plusieurs cartes ptoléméennes dans sa bibliothèque de Toptaki, à laquelle avait accès Piri Reis, en plus de sa propre collection personnelle. Par tous les dieux! Je dois harmoniser ces anciennes cartes grecques avec les informations de l'amiral Columbus. Mais ça revient à comparer des cartes de la Lune et de la Terre. Un véritable chaos. Ah, idiot. Approchez un peu. Que voulez-vous savoir? Je ne demande qu'à apprendre. Alors, jolie démonstration, non? Alors, à ce stade, certains diront que j'ai mené une enquête approfondie pour étudier le sujet, et d'autres que tout ça n'est qu'un tissu de mensonges. Eh bien, en fait, les uns comme les autres, je vous ai bien mené en bateau. Et vous savez pourquoi? Attendez, regardez la carte de Piri Reis. Regardez-la. Parmi tous ceux qui nous ont pondu des vidéos sur le sujet, il n'y en a pas un qui s'est dit « Tiens, et si on allait savoir ce qui est écrit sur les côtés ?» Hein? C'est un peu con quand même pour des chercheurs de la vérité. Il suffisait d'aller traduire les textes, et tout ce que j'ai fait, c'est creuser et recouper les informations avec d'autres sources. C'est tout. Il dit lui-même qu'il a compilé 20 cartes d'origines différentes, dont 8 remontant à la période d'Alexandre le Grand. Là, nous y reviendrons tout à l'heure. Et nous le savons aussi, car Piri Reis, en 1521, publie un ouvrage de navigation en Méditerranée, Kitab hi Bariye, je ne sais pas si je prononce correctement, dans lequel il revient sur les sources de la carte de 1513. Et là, vous allez me dire que toutes les vidéos nous disent que Piri Reis a compilé 20 cartes anciennes. Oui, mais ils se sont contentés de copier l'information chez Hapgood. S'ils avaient cherché les traductions des textes directement sur la carte, ils auraient des réponses à pas mal de leurs questions. Ce que nous allons voir à présent. Alors déjà, ce qui m'amuse, c'est que d'un côté, on vous dit que les cartes sont très précises, et quand on vous montre des îles qui n'existent pas, hop, ce sont des îles qui ont disparu, et qu'on nous cache. L'idée que le cartographe s'est peut-être planté leur effleure même pas à l'esprit. Un bel exemple de biais de confirmation. Bon, Piri Reis crée des îles dans l'Atlantique Sud, avec des descriptions similaires aux Antilles, mais totalement improbables. Île à la chaleur insoutenable à la latitude des Kerguelen, encore des îles peuplées de monstres. Piri Reis a certainement fait ici des erreurs de compilation entre plusieurs sources. Il parle par exemple de perles trouvées en grande quantité au sud d'Hispaniola. Cela n'est pas rapporté par Colomb, mais par une autre expédition indépendante menée en 1499 par Alonso de Ojeda et Pedro Alonso Niño, et qui a atteint le Venezuela. Il se pourrait qu'il y ait confusion entre les deux sources et mauvais positionnement de Piri Reis. Mais
il y a également d'autres îles plus troublantes, les îles fantômes. Et là, je voudrais vous présenter mon principal informateur. Non. Non. Un tout autre niveau. Mon contact à Washington dit qu'on n'a pas affaire à un élève, mais qu'on a affaire au professeur. Quand l'armée monte une opération qui ne doit pas échouer, c'est à lui qu'ils font appel pour entraîner les troupes, d'accord? C'est le genre de type qui boirait un bidon d'essence pour pouvoir pisser sur ton feu de camp. Ce mec-là, tu le largues au pôle Nord, sur la banquise avec un slip de bain pour tout vêtement, sans une brosse à dents, et demain après-midi, tu le vois débarquer au bord de ta piscine avec un sourire jusqu'aux oreilles et les poches bourrées de pesos. Ce type-là est un professionnel. Attendez, je suis pas sûr que vous ayez bien entendu la fin. Ce type-là est un professionnel. Voilà. Et voilà la grande différence. Alors, si vous savez pas qui c'est, faites une pause dans la vidéo, tapez son nom sur Google, hein, et regardez les résultats, vous n'allez pas être déçus. Vous allez comprendre la différence entre un pro et une bande d'amateurs. Hein. C'est juste délirant ce qu'il a fait, délirant. Bon, revenons donc à nos îles fantômes. Ces îles fantômes sont souvent des îles légendaires provenant de récits mythologiques et qu'on a voulu cartographier. Il arrive qu'elles se déplacent au fur et à mesure que l'espace connu s'élargit. C'est par exemple le cas de l'île de Thulé, qui est en Écosse, puis c'est les îles Féroé, puis l'Islande, le Groenland. Dans le cas de la carte de Piri Reis, je vais vous parler de deux îles en particulier. En 743, devant l'avancée des musulmans dans la péninsule arabique, 7 prêtres quittent le continent et créent 7 cités dans un paradis caché, une île dans l'Atlantique, ce qui n'est pas sans rappeler le mythe antique des îles fortunées. On l'appelle l'île d'Avent ou l'île opposée, Ante-Ilia, Antilia en portugais. D'autres pensent même à une déformation de l'Atlantide, notamment chez certains penseurs arabes. On en trouve trace dans plusieurs cartes, dont la carte de Toscanelli, que nous avons déjà vue. Du fait des découvertes de Colomb, il place l'île plus à l'ouest, et mentionne son nom dans la description. Pour la deuxième île, il nous faut remonter au VIe siècle. Saint Brandan est né vers 484 en Irlande. Dans la tradition celte de l'Imram, il part à la recherche du jardin d'Éden durant 7 ans. Plusieurs récits mêlent magie et Bible. À cette époque, la christianisation balbutiante se heurte au panthéon celtique. Alors, pour ne pas trop brusquer les mœurs, on va envelopper le christianisme de mythologie celte, une pratique souvent utilisée pour faire passer la pilule. Et il n'est pas possible aujourd'hui de démêler mythes et réalités historiques à propos de Saint Brandan. Exemple. Durant son périple, croyant voir une île, ils débarquèrent dessus et firent du feu. Mais ils ont en fait accosté sur un poisson géant qui, brûlé, s'échappe dans les flots. Ça vous rappelle rien? Attendez, je vous montre. Cette histoire était très populaire au Moyen-Âge, au même titre que l'Atlantide. Et l'île fut souvent cartographiée à l'ouest des Canaries et de l'île Madère. Mais elle se promène dans l'Atlantique Nord avec la découverte des Amériques. Sur la carte de Piri Reis, près du dessin, il note qu'il n'y a pas eu de source de Saint Brandan par les Portugais, mais par une autre carte sans la préciser. Et vu le nombre d'îles représentées et la position variable de Saint Brandan d'une source à l'autre, il n'est pas possible de savoir à laquelle Saint Brandan correspond. J'en profite pour vous parler rapidement de ce youtubeur islamiste en carton qui veut nous démontrer à travers la carte de Piri Reis que les musulmans étaient déjà là en Amérique avant Christophe Colomb. Évidemment en oubliant que la carte de Piri Reis est un portulan, donc une carte de type italienne, que les sources qu'il indique sont espagnoles et portugaises, que dans la tradition islamiste, le dessin des visages est interdit, là il y en a plein sur la carte, et pour finir le clou du spectacle, eh ben, il représente des mythes chrétiens. C'est un peu con pour un islamiste en carton. Ah oui, et puis avant qu'on me taxe de raciste, là, non, ce qui est faux, et je me contrefous de savoir l'origine des propos et d'où que ça vienne. Je m'en contrecogne. C'est faux, point barre.
On a déjà évoqué quelques monstres qui traînent sur les cartes. Comme pour les îles, on a un biais de confirmation. Comme on connaît aujourd'hui les lamas, on veut absolument que ce soit cette explication qui colle avec la bestiole représentée. Sauf que Piri Reis dit lui-même qu'il y a ici un bœuf et divers monstres. Et y avait-il des bœufs sur la côte brésilienne? Absolument pas. Et ça c'est quoi? Un jaguar qui danse avec un singe? Et ça? Un inca décapité? Donc le but est de se focaliser sur un truc qui ressemble très vaguement à un lama, et ne surtout pas voir ce qui ne colle pas du tout. Par exemple, le cynocéphale est un être mythique remontant à la Grèce et l'Égypte antique. On trouve par exemple des dieux tels Horus et Seth. Et Alexandre le Grand, encore lui, raconte en avoir rencontré vers l'Inde. Les croyances des géographes grecs à ce propos sont repris chez les savants arabes, puis par Piri Reis. Le Blémise, homme sans tête, remonte également à l'Égypte antique et serait un peuple situé au sud du Soudan. Mais par la suite, on retrouve au-delà des limites connues selon l'imagination du cartographe. La carte intègre des notions scientifiques et géographiques très élevées. Par exemple, les Andes sont représentées alors qu'elles ne sont pas censées être connues. Ça montre surtout que les explorateurs sont pas cons. Imagine que tu te promènes sur une côte inconnue et là, bam, tu découvres l'embouchure de l'Amazonie et du Rio de Plata, c'est-à-dire pas le ruisseau à vaches du coin. Tous les grands fleuves connus de l'époque prennent leur source dans des montagnes, Pô, Rhône, Danube, Rhin, Euphrate, Volga, Nil. Donc à ton avis, tu imagines que le cartographe va faire quoi à l'intérieur des terres derrière l'Amazonie? Sauf qu'il a positionné précisément la chaîne de montagnes. Hein, vraiment? Eh bien, nous le découvrirons dans la partie suivante. Dans plusieurs vidéos, on nous montre une carte reliant des points de repère de la carte de Piri Reis à une carte actuelle. Nous allons donc voir si cela est valable ou bien s'il y a des déformations. Pour cela, nous allons géréférencier la carte sur QGIS, un logiciel de SIG gratuit. On est déjà confronté à un problème technique. Aujourd'hui, toute donnée géographique est liée à un système de projection. Or, à cette époque, les projections étaient empiriques et ne correspondent pas aux géoïdes utilisés aujourd'hui. Autre souci, tout géoréférencement s'accompagne de déformations. Et elles sont en fonction des algorithmes choisis. On peut appliquer une déformation uniforme moyenne ou au contraire imposer que les points choisis soient à l'endroit indiqué, quitte à complètement déformer le reste de la carte. Sans entrer dans des détails techniques, je vous annonce qu'aucun choix possible ne permet un recalage précis de la carte. Surtout pas avec les points indiqués. Mais si je change les points et que j'ajoute la côte africaine, on améliore sensiblement le résultat. Ce qui vérifie un argument qui revient souvent. L'emplacement de l'Afrique par rapport à l'Amérique du Sud est d'une précision stupéfiante, voire impossible. Sauf que je vous rappelle que Piri Reis est basé sur plusieurs cartes portugaises et génoises. Donc soit les Portugais avaient eux aussi des cartes très précises, soit en déformant des cartes qui ont des déformations différentes, Piri Reis parvient à réduire leur imprécision. Est-ce que c'est pas plus simple que de faire appel à des cartographes aliens qui sont moins précis que des cartes du XVIIIe siècle? Bah oui, pas besoin de comparer avec notre époque, hein. Dès le XVIIIe siècle, les cartes sont plus précises que Piri Reis. Ok, donc si la précision vient d'une civilisation alien, ceux-ci ne sont pas aussi avancés que le XVIIIe siècle. Alors j'espère qu'ils savent mieux faire des vaisseaux spatiaux que dessiner des cartes, parce que là, c'est mal barré. Et là, on va me dire que le savoir des anciens s'est détérioré depuis le temps glorieux de la haute antiquité. Sur les 20 cartes utilisées par Piri Reis, 8 remontent à l'époque d'Alexandre le Grand. Eh bien, je vous en ai déjà parlé, c'est le fameux Ptolémée dont la redécouverte a enflammé la cartographie du XVe siècle. Qui était Ptolémée ? Il fut général macédonien dans l'armée d'Alexandre le Grand. À la mort de celui-ci en -323, il a 45 ans, se proclame roi d'Égypte, puis combat ses anciens alliés. Ces guerres dureront jusqu'à sa mort. Quand il a un peu de temps, il écrit ses mémoires. Bien que perdues, elles ont été reprises par d'autres auteurs qui, eux, nous sont parvenus. Ce qui fait qu'on connaît très bien le bonhomme. Voilà, c'est tout. Ah, vous vous demandez quand je vais vous parler de cartes, mais il n'en a jamais dessiné. Parce que l'erreur qu'a faite Piri Reis et qu'ont fait beaucoup de ses contemporains, c'est de le confondre avec Claude Ptolémée, qui vécut plus de 4 siècles plus tard. Excite donc Alexandre le Grand. Et là vous dites, mais peu importe que ce soit l'un ou l'autre, la précision s'explique
par des cartes remontant à l'Antiquité. Eh bien, savez-vous pourquoi Christophe Colomb a eu du mal à financer son expédition? Parce qu'on le prenait pour un fou à vouloir traverser l'océan? Mais... oui, mais pour quelle raison? Par peur de tomber au bord du monde sur des monstres géants? Et pas du tout. Il avait repris les écrits de Daï, qui lui-même reprit les calculs de Ptolémée. Ce dernier avait calculé le diamètre de la Terre, mais contrairement à Ératosthène, s'était trompé. Alors, il n'ignorait pas que d'après leurs calculs, la longueur de la circonférence de la Terre est approximativement de 22 000 lieues, si ce n'est plus, ce qui rend l'océan infranchissable. Mais bien sûr, vous avez sans doute de nouvelles données prouvant que ces hommes de savoir se sont lourdement fourvoyés. Du coup, Colomb était parti sur un diamètre bien inférieur qui lui permettait de proposer une Asie très proche de l'Europe. Et si on lui claquait la porte, c'est parce que ses détracteurs lui opposaient la vraie valeur du diamètre de la Terre. Ouais, il est pas vraiment précis le Ptolémée. Et puis un truc tout con en passant. Vous voyez l'Amérique représentée sur les cartes antiques? On n'en trouve aucune trace. Donc, visiblement, les anciens astronautes n'ont pas daigné renseigner les savants grecs de l'existence de ce continent. Et les cartes antiques ont servi à Piri Reis pour dessiner l'Asie et peut-être l'Afrique de l'Est. Ce qui nous ramène à la cause de la précision. Il n'y a que deux explications possibles. La qualité des cartes portugaises et le talent de Piri Reis. C'est tout. Alors là, c'est le point d'orgue. Toutes les vidéos convergent sur l'Antarctique. C'est à chaque fois le point final, le plus important. Je crois qu'il doit y avoir une base alien là-bas, hein. C'est pas possible. Il y a 7 jours, au-dessus de l'Antarctique, un de mes satellites a découvert une pyramide. Ah mais c'est bon, je déconne. Mais ceci dit, c'est pas un hasard si Hapgood parle de l'Antarctique. Celui-ci travaillait dans les années 50 sur une théorie de déplacement de l'écorce terrestre en Antarctique et a cherché à s'appuyer sur la carte pour étayer ses arguments sur l'histoire géologique du continent. Quel est le problème? Eh ben, on avait découvert des fossiles de forêts tropicales et de dinosaures. Il fallait donc expliquer comment et en combien de temps avait eu lieu le refroidissement. Quand il fait la découverte de la carte de Piri Reis représentant l'Antarctique sans glace, il pense avoir découvert une preuve de sa théorie. À savoir, l'Antarctique s'est brusquement déplacé il y a quelques milliers d'années et la glaciation est très récente. Ce qui fait que les anciens astronautes l'ont connu sans glace et l'ont cartographié ainsi. Ça voudrait dire que les collectes d'informations qui ont permis d'élaborer cette carte doivent dater d'avant la dernière période glaciaire, soit il y a plusieurs milliers d'années. Oh, mais c'est pratique ça, hein. Et moi il me semblait que les glaciers étaient installés depuis des millions d'années. Ça sort d'où cette info là? Mais les analyses des carottes de glace contredisent cette théorie et dévoilent que ça s'est fait beaucoup plus rapidement, sur environ 5000 ans seulement. Bah, si les carottes de glace le disent, formidable! Mais donc, les carottes de glace sont capables d'avoir comme information le fait de ne pas exister. C'est conceptuel, c'est original. Bon, deuxièmement, les glaciers, c'est comme les fleuves, hein, ils s'écoulent. Juste plus lentement. Et ensuite, à la fin, quand ils jettent dans les océans, ça fait des icebergs. Donc forcément, bah, quand on date la glace, on date absolument pas l'existence du glacier, puisque la glace, elle s'écoule. Bon, sauf si on a des poches, hein, avec des anfractuosités dans le sol, qui piègent de la glace qui peut rester là très longtemps. Et c'est justement là qu'a été l'objet de certains sondages, et qui ont révélé des glaces très anciennes, très anciennes, qui ne collent pas du tout au scénario. Bon, ok. Mais la théorie de la dérive des continents, là, de Wegener dans tout ça, là, est-ce qu'elle explique la formation des glaciers, le refroidissement, la présence de ces fossiles? Oui, elle l'explique. Alors il est où le problème? Eh ben le problème c'est tout simple, c'est que dans les années 50, elle n'était pas encore installée. Et qu'un gars comme Hapgood, à ce moment-là, sorte des hypothèses. Pourquoi pas? Bon, elles sont peut-être farfelues, je suis pas géologue, mais pourquoi pas? Mais après, sa théorie, eh ben, elle a été rangée, voilà.
comme tant d'autres, mais c'est ça qui fait la science, hein. On émet des hypothèses, et ensuite, bah, soit c'est validé, soit c'est écarté. Bon, bah, les idées de Hapgood ont été écartées. Et pourquoi encore en parler alors? Bah, déjà, il y a des intérêts. À votre avis, hein, un glacier qui, en 5000 ans, apparaît, donc avec une formation extrêmement rapide, qui ça peut intéresser vaguement, hein, comme ça, aux États-Unis? Parce que si on se met à corroborer la thèse des géologues classiques et on accepte le fait que des millions d'années se sont écoulées depuis que l'Antarctique a été libre de glace pour la dernière fois... Hop, hop, hop. Géologue classique, ça sous-entend qu'il y a une géologie officielle monolithique installée depuis des siècles. Justement, non. À l'époque de Hapgood, les géologues dits classiques étaient au contraire opposés à la dérive des continents. Et cette dernière s'est imposée par un ensemble d'arguments convergents dans plusieurs domaines. Alors ça veut dire que tout ce que nous croyons savoir de l'évolution humaine, que ce soit en termes de sédentarisation, d'évolution des civilisations antiques ou même les thèses qui ont été énoncées par Darwin et ses successeurs, tout ça en fait c'est faux, intégralement faux. Et voilà, on y est. Hein? Alors Hapgood n'était pas créationniste. Par contre, les créationnistes ne se sont pas gênés pour reprendre ses travaux. Hein, rappelons que leur but n'est pas de comprendre le monde, hein, mais de trouver ce qu'ils ont envie de chercher ou l'inverse. Alors, en l'occurrence, les avancées de la géologie ont complètement remis en cause ce qu'avait dit Hapgood, même à son époque. D'où sa volonté de s'accrocher à la carte de Piri-Reis. Hein, c'était sa dernière bouée de sauvetage. Hapgood demande de l'aide à l'armée US, et le 6 juillet 1960, un lieutenant-colonel de l'US Air Force répond à Hapgood. L'hypothèse selon laquelle la partie inférieure de la carte décrirait la côte de la princesse Martha, de la terre de la reine Maud et la péninsule de Palmer nous semble plausible. Il s'agit à notre avis de l'interprétation la plus logique et selon toute probabilité la plus correcte de cette carte. Les contours apparaissant dans la partie inférieure de la carte correspondent de manière tout à fait remarquable avec les résultats du profil sismique de la calotte glaciaire antarctique réalisée par l'expédition anglo-suédoise de 49. On peut inférer de ce qui précède que cette côte a été cartographiée avant que la calotte glaciaire ne la recouvre. Nous n'avons aucune idée de la manière dont les informations figurant sur cette carte peuvent être conciliées avec l'état des connaissances géographiques en 1513. Premier petit détail hein, quand même, hein. Vous avez remarqué que quand l'armée nous parle de crash de Roswell ou de la base 51, elle nous ment. Mais quand elle nous parle d'une carte là, du XVIe siècle, là, faut la croire sur parole. Alors que moi j'aurais tendance à me dire, mais qu'est-ce que l'armée américaine vient faire là-dedans? Bon, il y a une raison toute simple, c'est que l'armée américaine, pour une bonne part, réalisait la logistique de l'année géophysique internationale de 57-58, qui a permis de grandes avancées, hein, notamment dans la géologie de l'Antarctique et des fonds marins. Il n'empêche que cette carte est considérée par beaucoup comme une preuve de la validité des idées de Hapgood. Et là, je ne suis absolument pas d'accord. Elle dit quoi cette lettre? Que le trait de côte de Piri-Reis ressemble à l'Antarctique, que ça correspond au relevé d'une campagne de 49, et qu'enfin, ils ne sont pas compétents pour juger de la cartographie du XVIe siècle. Reprenons en détail sur cette carte de 57 de l'époque de Hapgood. La péninsule Palmer est ici, la terre de la reine Maud est là, et la côte de la princesse Martha, là. La péninsule Palmer doit être ceci, mélangée avec l'embouchure du Rio de Plata en Argentine. Là, on a une petite isthme déjà présente sur cette carte de 1932, réalisée après... Oh mon Dieu, l'amiral Byrd! En fait, il a pas mis les pieds dans le coin. Il était de l'autre côté de l'Antarctique. Puis, sur la côte de la princesse Martha, on retrouve le cap Norvégia. Et là, effectivement, on voit en effet des ressemblances. C'est encore plus marquant quand on enlève la calotte glaciaire. Des îles apparaissent, dont l'île Berkener, en hommage à un géophysicien membre de l'expédition Byrd, découverte en 1958. À ceci près que là, ce n'est pas Palmer, mais le nord de l'Argentine, conformément à ce qui est expliqué en marge. Que toute cette mer n'est pas représentée, que les îles sont décrites comme des climats tempérés, et le continent est même tropical. Sur la terre de la Reine Maud, on trouve des monstres à 6 cornes, et plus loin dans ce pays en ruine, rempli de serpents géants, les rivages sont brûlants. Et là, on va me dire,
Évidemment que les descriptions parlent d'îles brûlantes. Le climat était chaud à cette époque-là. Ça date d'avant la glaciation. Normal que le climat soit pas le même. Oui, sauf que Pierre Reiss prend bien soin de rappeler dans toutes ses descriptions que ce sont les Portugais la source de toute sa documentation. Donc, les cartes qu'on voit sont portugaises à l'origine. Si nous prend l'idée de regarder le reste de l'Amérique du Sud et de comparer avec la carte de Pierre Reiss, c'est marrant parce que là aussi, on voit quelques petites concordances. Et le summum du ridicule, c'est lorsqu'on reprend la carte avec les repères. Carte qu'on retrouve dans pas mal de vidéos. Et elle montre quoi? Ce que je viens de vous dire. En clair, il n'y a pas d'Antarctique dessiné sur la carte de Pierre Reiss. Une civilisation disparue, ayant le niveau technologique du XVIIIe siècle, a fourni les connaissances d'un continent caché aux Grecs, qui n'en ont rien eu à cirer, mais vont pourtant transmettre l'existence de l'Antarctique à des cartographes du XVIe siècle, avec 4000 km d'erreur. L'un d'eux, à partir de cartes d'explorateurs portugais qui n'y sont jamais allés, ne va pas le cartographier. N'ayant jamais eu connaissance de ce continent, les cartographes ne savent pas qu'il est couvert de glace et vont de manière incroyable le cartographier sans glace. Je vais vous dire un secret. Dans ma main, j'ai l'unique fragment de kryptonite au monde. Et regardez, grâce à mon énergie psychique, je le fais passer dans mon autre main. La preuve, c'est qu'il n'y a plus rien dans la première. Je viens bien de démontrer que j'avais un fragment de kryptonite. Voilà. J'adore cette méthode. Et voilà. Hop là! Tu te barres comme un voleur, mais il reste un dernier truc. Toute ta vidéo, t'as cherché à expliquer que Pierre Reiss n'avait pas eu besoin de sources remontant au fin fond des temps pour dessiner sa carte. Et pourtant, il y a plein de cartographes de son époque qui ont dessiné l'Antarctique. Comment tu l'expliques ça, Comment tu l'expliques? Parce que les cartographes ont utilisé des sources remontant à des temps anciens. Mais tu te fous de ma gueule! Ce sera l'objet de la prochaine vidéo.